Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Art racaillé du 29 octobre 2024, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une visite du petit musée de Montmartre, où nous avons pu regarder des œuvres, des collages de Prévert, avec ma camarade Piquet-Cou. Et nous allons tenter, profiter de cette émission pour porter notre regard en marge sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. فلسطين فلسطين تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا غزة فلسطين من جيبوتي الشهامة إلى غزة أرض الكرامة من جيبوتي الشهامة إلى غزة أرض الكرامة يا من رفعتم للعزة هامة وصمتم أمام عدة رسانة يا من رفعتم للعزة هامة وصمتم أمام عدة رسانة فلسطين فلسطين تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا غزة فلسطين ستنتصرون بإذنه بإذنه سبحانه ويذل الظلم والطغيان يذل الظلم والطغيان والظالم ينحدر أهوانه ويسر على ظالمي دنيانه فلسطين فلسطين تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا غزة فلسطين C'était Chanson pour la Palestine, Nahari. Et je dois vous parler, évoquer avec vous, une rencontre télévisuelle, on va dire ça comme ça, avec un homme extraordinaire, enfin, que j'ai trouvé extraordinaire, qui s'appelle le docteur Haddad, un psychiatre franco-tunisien, je pense qu'il doit être franco-tunisien, d'après toi, Dominique. Oui, c'est fort possible. Oui. Voilà. Enfin, en tout cas, il est né en Tunisie et il en a gardé
le côté convivial, bon enfant, gentil, que sont apparemment les Tunisiens. Mais par contre, son discours sur ce qui se passe actuellement en Palestine n'est pas franchement un discours bonhomme. C'est un discours assez clair sur, si vous voulez, la responsabilité des Israéliens dans ce conflit. Voilà, il n'épargne personne, avec un ton tout à fait tranquille. Voilà, c'est pas quelqu'un d'excité, c'est un psychiatre, donc il sait parler des maladies psychiatriques, comme d'ailleurs il qualifie les dirigeants israéliens de malades mentaux. Voilà. Il a été lui-même un sioniste dans sa jeunesse, convaincu, comme beaucoup de gens dont on écoute aujourd'hui la parole, mais donc qui ont eu cette expérience des kibboutz et du sionisme, mais qui en sont revenus au bout de peu d'années. Voilà, et il peut vous en parler, donc, puisque il a vécu là-bas, et puisqu'il a encore des parents là-bas, de la famille là-bas en Israël. Voilà. Je souhaite bon courage à sa famille, si le Mossad écoute son discours sur ce pays. Ouais, c'était effectivement c'est toi qui m'a fait découvrir cet entretien sur un média qui s'appelle Nouvelle Aube, qu'on ne connaissait pas et qui a été mis en ligne sur le site de l'UJFP. Oui, ce médecin, ce psychiatre juif tunisien est vraiment impressionnant. Il vient de sortir un livre justement qui parle un peu de ce qui s'est passé. Il a dit qu'après les événements après ce 7 octobre et tout, il fallait qu'il fasse quelque chose et que lui, en tant que psychiatre ici, c'était difficile de faire plus que d'écrire un livre et en fait, il avait ce livre a jailli, comme il dit, d'un coup, et dès le soir même il écrivait à 2 éditeurs et il pensait avoir une réponse un peu tardivement, et en fait le lendemain il avait autorisation d'être publié, il avait un accord d'éditeur pour être publié. Et c'est vrai que quand on l'entend raconter, il est très pointu sur l'histoire de la Palestine, l'histoire d'Israël, donc c'est vraiment une mine. L'histoire juive tout court. Oui, on sent qu'il a une judéité profonde et que justement pour lui la judéité ce serait d'accueillir tout le monde. Comme il dit à la fin, sa conclusion c'est qu'il faut cohabiter de toute façon, quoi. Mais il revient sur ce qui s'est passé et comme tu dis, ces dirigeants sont vraiment pointés comme malades mentaux, parce que rien ne les arrête. Quand ils parlent on avait parlé de ce doc aussi sur les ministres du chaos, où ils imaginent un grand Israël qui va jusque de Damas. Voilà, Non, mais c'est Damas, c'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est une partie de l'Arabie Saoudite, c'est la Jordanie, enfin, c'est le Yémen, etc. Tout ça, c'est la Bible qui dit, alors que c'est complètement faux. Il n'y a rien de ce qu'il raconte de la caution biblique qui soit vrai. Tout à fait. Et il dit même qu'effectivement, au temps des Byzantins, c'est grâce quand même aux musulmans que les Juifs ont pu être sauvés. Parce que c'est Byzance qui a commencé à persécuter les Juifs dans l'Antiquité, quoi. Voilà. C'est pas. Et les Byzances, c'était l'Empire romain. Donc effectivement, j'ai mis le lien pour écouter cet entretien. Ça dure 50 minutes, mais c'est 50 minutes qui passent très très rapidement, parce qu'il est vraiment passionnant. Donc il a de nombreuses références de personnalités. Bon, c'est difficile de mémoriser tout, mais en tout cas, il faut s'attacher au fait de ce qu'il raconte, quoi, au principal de son discours sur ce qui se passe actuellement et sa critique effectivement de ce qui se passe là, quoi. Et pour des gens comme nous qui ne sommes pas vraiment impliqués dans cette histoire de la guerre en Palestine, si vous voulez, il répondait à tous nos questionnements. Et on a été, du début jusqu'à la fin de son discours, tout à fait en harmonie, en accord avec ce qu'il racontait, quoi. Ouais. Et il a aussi des gens qui citaient, comme Gideon Lévy de Haaretz, qui est un homme absolument remarquable, un journaliste qui, depuis le début des atrocités, dénonce sans cesser de le faire toutes les déviances de l'État d'Israël, quoi.
Complètement. Et étant adhérent de l'UJFP, comme je précise à chaque fois, on a accès à pas mal d'échanges et de documentation. Et là, il y a eu des petites précisions justement sur cette fameuse création de l'État d'Israël. Et il rappelait que en fait, les violences juives contre les Palestiniens avaient commencé 6 mois avant la déclaration du 14 mai 1948. La déclaration de l'indépendance. Voilà, tout à fait. Et toujours avant le 14 mai 1948, c'est là que de nombreux villages effectivement avaient été attaqués et que, comme Der Yassin, qu'on cite souvent, ce sont toutes ces brigades sionistes terroristes, hein, là pour le coup, comme l'Haganah, l'Irgun. La Haganah, oui, particulièrement, l'Irgun, qui sont devenus l'armée israélienne et les services secrets israéliens, quoi. D'ailleurs, d'où vient Netanyahou, hein, faut pas oublier de le dire aussi, quoi. Et que justement, avant même qu'il y avait déjà 400 000 Palestiniens qui avaient commencé à fuir leur maison, quoi. Et que la création de cet État juif par l'ONU, quand même, est le résultat d'un antisémitisme des pays occidentaux. Ça aussi, rappelons-le systématiquement, que depuis la fin du 19e siècle, les Juifs, personne ne voulait les accueillir sur leur sol, hein, comme le président du Sénat, donc Gérard Larcher, se gare bien quand il parle de tout ça, de préciser, de parler de Balfour, ce Premier ministre britannique qui en 1905 a publié l'Alliance Act qui limitait l'immigration juive. En France, on a bien vu ce qui s'est passé avec l'affaire Dreyfus. Aux États-Unis, Roosevelt qui avait refusé de laisser débarquer des passagers d'un paquebot des réfugiés juifs allemands qui étaient partis de Hambourg. Que son successeur Truman insiste aussi pour une admission inconditionnelle en Palestine de 100 000 juifs. Donc effectivement, pas chez nous. On les met le plus loin possible. Non, c'est-à-dire que le résultat de l'antisémitisme viscéral occidental, voilà, c'est concrétisé avec la création d'un État juif. Et justement, comme le dit aussi le rappel le docteur Haddad, par exemple Herzl était un des grands antisémites, c'est-à-dire je crois qu'il n'a même pas mis les pieds en Palestine. Hein, il y a mis les pieds, mais quelques jours, quoi. Et autrement, mais par exemple, le cofondateur du sionisme qui est avec Herzl, il n'y a jamais mis les pieds. Voilà, des gens comme Ben Gurion, et des gens comme Golda, pareil, et voilà, ils ont mis les pieds en Palestine le jour où la Palestine a déclaré le jour où Israël s'est déclaré, voilà. Mais c'est pas des gens qui ont subi si vous voulez, les pogroms d'Europe de l'Est, etc., etc. Voilà, c'était des purs intellectuels, enfin intellectuels, c'est une drôle de manière de qualifier ces gens-là d'intellectuels, mais bon. Et lui, il revient beaucoup sur les kibbutz, hein, les kibbutz qu'on a vantés comme une expérience socialiste incroyable. En fait, pour être intégré dans un kibbutz, il fallait quand même ne pas être un juif séfarade, il fallait être juif. Ni juif yéménite, ni juif de toutes les autres ethnies, surtout pas arabes en tout cas. Ah non, c'est invraisemblable. On n'a pas l'impression. Là, on comprend, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, cette espèce de démence israélienne, cette tuerie invraisemblable des Gazaouis. Ça, on comprend tout en étudiant, si vous voulez, en remontant au début, aux bases, à ceux qui ont fondé cet État totalement artificiel en Palestine. Et alors, ce qui s'est passé, là, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, Laurence Ferrari, qui est journaliste, alors moi, journaliste, ça me fait rire quand c'est sur CNews, parce que je ne sais pas si on peut vraiment s'appeler journaliste quand on travaille à CNews, voilà, qui a été fière et émue, parce qu'elle a été complimentée par Benyamin Netanyahou, hein, qui s'est adressé aux médias de Bolloré et à toute l'extrême droite française en disant « J'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaqué par le fondamentalisme islamique. » Ouais, quand on pense que les seuls, ce qui motive enfin, les programmes politiques de l'extrême droite française, c'est lutter contre l'immigration, contre l'islamisme, c'est complètement débile, ça ne ressemble à rien. C'est vraiment l'abêtissement, l'abrutissement total. Voilà. Quand on voit des Zemmour, quand on voit
des gens de la famille Le Pen, nièce, grand-mère, grand-père, etc., etc., tous ces débris de l'humanité qui prétendent sauver un pays comme la France de l'islam, et bon, bah, j'aimerais bien que l'islam il sauve la France de ces gens-là. Non, mais effectivement, c'est un stratagème. Hein. On fait passer la cause palestinienne et les droits des Palestiniens derrière cette soi-disant guerre de civilisation dans ce monde judéo-chrétien face au djihad islamique. Quoi. Et ça fonctionne. Ça fonctionne sur ces médias, enfin pas sur les gens comme nous qui écoutons plein, qui sommes assez lucides, mais quand on écoute que CNews et LCI, effectivement, ça fonctionne. Quoi. Mais on peut être lucide, mais complètement ignorer la réalité de l'histoire. Voilà. S'il n'y avait pas des gens comme ce docteur Haddad, pour de temps en temps, d'une manière très humaine, nous expliquer ce qui se passe, nous expliquer la genèse de l'histoire de la colonisation de ce petit bout de pays qu'est la Palestine, eh ben on serait quand même bien démunis. Ouais. Et alors justement, c'est vrai que le docteur Haddad fait la part belle à Gideon Lévy, qui fait un travail de terrain absolument exceptionnel. D'ailleurs, c'était pas israélien. Je pense que depuis longtemps, il serait déjà assassiné par Tsahal. Et qui vit pas en Israël, qui vit en Cisjordanie. Tout à fait. Et donc, dans Haaretz, alors je ne sais pas si c'est un article de Gideon Lévy, il y avait des articles qui traduisaient une détérioration de cette soi-disant unité nationale juive qui faisait la fierté de la propagande israélienne. En fait, il y a beaucoup de juifs, comme on l'a déjà dit, qui sont désespérés, qui quittent le pays. Alors, on les appelle Vordim en hébreu, c'est un terme péjoratif qui est par opposition à Olim, ceux qui montent en Israël. Il y en a d'autres qui espionnent pour l'Iran. Et effectivement, ce pays qui commence à avoir une économie qui est saignée à blanc par une économie de guerre, donc qui a, comme on disait autrefois, il y a 40 000 entreprises qui ont fait faillite. Donc il y a besoin d'argent. Et donc l'Israélien moyen, il peut avoir le choix entre le chômage, il peut aller se faire tuer sur un des fronts actuels. Et apparemment, il y en a qui aussi espionnent pour l'Iran. Mais espionne pour l'Iran, c'est-à-dire qu'ils vont en Iran. Ou qui espionne, je sais pas. Enfin, oui, parce que tu ne peux pas espionner pour l'Iran en restant en Israël. Oui, en tout cas, chacun cherche à tirer son épingle du jeu et à continuer à pouvoir vivre, quoi. Et il y a un animateur de radio et journaliste israélien, donc qui est une personnalité assez controversée parce qu'il a des liens avec le mouvement des colons, qui cherche à faire honte aux Israéliens qui quittent ou qui ont quitté Israël en empruntant, comme il dit, la voie sioniste dans la mauvaise direction, quoi. Et récemment aussi, on a parlé de l'engagement de contingents d'Afrique noire dans l'armée israélienne parce qu'il manque d'hommes. Il manque d'hommes parce que comme les Russes manquent d'hommes. Qu'il faut venir les Nord-Coréens. Il faut venir des Nord-Coréens. Voilà. Mais effectivement, ils promettent aux Africains des papiers s'ils s'engagent dans l'armée, sauf qu'il y a déjà énormément. Enfin, ils peuvent aussi être blessés ou être tués, effectivement. Et l'armée, c'est pareil. Là, il y a des militaires aujourd'hui qui refusent de continuer s'il n'y a pas un cessez-le-feu, quoi. Parce que je ne sais pas comment on pourra soigner tous ces militaires. Il y a un moment, même si cette armée est la plus immorale du monde, il y a des hommes derrière qui vont quand même être fracassés, comme on sait que tous les gens qui sont partis faire la guerre, comme nous, tous ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, d'Indochine, sont rentrés quand même perturbés. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceux qui sont partis au Vietnam, aux États-Unis, c'est pareil, ou en Irak. Enfin, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas détruire des vies humaines comme ça, avec autant de violence et pendant aussi longtemps, sans à un moment avoir quand même le corps et l'esprit qui ne fonctionnent plus. Enfin, c'est plus possible, quoi. Oui, parce que même si nous sommes soi-disant des mammifères supérieurs, les mammifères, normalement, toutes les espèces, hormis l'espèce humaine, ne se bouffent pas entre elles. C'est-à-dire, si vous êtes un loup, vous pouvez attaquer d'autres loups pour question de territoire, etc. Mais il n'y a pas de génocide entre loups, il n'y a pas de pogrom entre loups, ainsi que toutes les espèces qui vivent. Les espèces vivent elles ont des territoires qu'elles défendent, elles se nourrissent d'autres espèces, etc., etc. Mais il n'y a pas l'idéologie de la mort comme peut l'être l'idéologie
sioniste, quoi. Voilà. Alors j'ai mis en lien aussi un PDF de l'agence Média Palestine qui propose un tour d'horizon de tous les soutiens économiques à Israël. Et c'est justement intéressant parce qu'il y a tout le coût de cette guerre qui est énorme, qui pourrait être de, je crois, 55,6 milliards de dollars. Quels sont les apports que chaque pays apporte à Israël économiquement et militairement. Donc là, je ne vais pas le faire le détail, mais voilà, c'est assez intéressant de voir. Alors, on peut préciser quand même que l'Allemagne est le premier fournisseur européen d'armes. Oui, mais comme disait le docteur Haddad, il disait c'est spécialiste du génocide, donc c'est pas. Voilà, ils ont c'est trouvé des cousins. C'est des cousins, quoi. Non, mais quand même, Ouais. qui c'est qui oserait dire Juif, ça? quelqu'un de juif, effectivement. Bah oui, Ouais. voilà. Ça, et là, parce qu'il y a dans son interview, il y a des moments où je stoppais, je me disais, c'est pas vrai, il a dit ça. Ouais. De même, Donc, cette histoire de génocidaire allemande, qu'il relie tout à fait à celle en des disant, oui, Israéliens. les Allemands sont spécialistes du génocide, donc ils ont trouvé des cousins, quoi. C'est Ouais. quand même, effectivement, il faut. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. De même que quand il parle de ces jeunes qui étaient en rave party, déjà aussi près de Gaza, et il dit en fait c'était un jour religieux. Donc ces jeunes, ils étaient là, ils se droguaient. En fait, lui, ce qu'il voit, c'est qu'effectivement, Israël, qui se dit un État juif, n'a plus rien de juif dans la grandeur d'âme, en fait, de ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un porté par une bonté religieuse, quoi. Oui, parce que le premier devoir d'un juif, c'est de respecter la vie. Voilà, parce que la vie a été donnée par Dieu quand on est croyant, évidemment. Et donc, c'est pas un humain qui peut la retirer. Et que il a fait le point aussi sur toutes ces fake news de bébés tués, brûlés, cette mère éventrée pour lui retirer le bébé, tout ça. Tout ça, ce sont des fake news, et c'est le docteur Haddad qui le dit. Et si le docteur Haddad le dit, eh ben, on peut vraiment le croire. Ouais, mais c'est sorti aussi, justement, c'est ce que j'avais noté dans un média indépendant britannique qui s'appelle Double Down News, et justement qui en une interview revient sur toutes ces fake news. Et c'est le journaliste Richard Sanders qui avait réalisé une enquête complète sur le 7 octobre et ses conséquences, donc qui rappelle justement ça, que le renseignement israélien avait bien été informé de l'imminence d'une attaque palestinienne avant le 7 octobre, mais qu'ils ont décidé de ne pas rehausser le niveau de sécurité et donc de se laisser aussi produire cette fête avec autant de fêtards, quoi. De nombreux Israéliens ont été tués par l'armée israélienne elle-même avec la doctrine Hannibal dont on avait déjà parlé, qui consiste à tuer tout le monde à partir du moment où il y avait quelqu'un du Hamas dans une voiture avec des otages. C'est qu'on tuait tout le monde plutôt que de laisser capturer les otages et laisser partir la voiture. Donc ça, on ne sait pas encore pour l'instant combien de ça a tué d'Israéliens. Il n'y a que Netanyahou, le gouvernement de Netanyahou qui doit le savoir. Comme tu disais, les bébés décapités, les mères éventrées. Bon, ça, c'était une officine d'extrême droite juive orthodoxe Zaka qui avait été chargée de collecter toutes ces informations et qui a quand même réussi à avoir, par le biais de ces fausses informations et le choc que ça a provoqué, des dons en quantité énorme, quoi. Et en fait, cette Zaka, la personne qui dirige, est mise en cause aussi pour des détournements de fonds, et son fondateur est un pédocriminel. Oui, mais c'est pour ça qu'il a freiné l'ardeur de la propagande sioniste. Voilà. Et donc je voulais aussi parler brièvement quand même de Georges Ibrahim Abdallah. Il ne faut pas l'oublier. Ce 26 octobre 2024, comme tous les ans, il y a une manifestation devant le centre pénitentiaire de Lannemezan pour marquer les 40 ans de détention de cet homme qui est un militant communiste révolutionnaire libanais, qui est, comme on le répète à chaque fois, qui est libérable et qui ne devrait plus être en prison déjà depuis au moins 15 ans. Ouais. Non, 20 ans. Et en plus, on sait que il a été accusé avec des preuves falsifiées. Enfin voilà. Et cet homme est absolument incroyable parce que quand on peut voir des interviews, quand on le voit, il a sa journée qui est organisée. Et en fait, il répond à toutes les lettres qui lui sont adressées. C'est incroyable. Mais bon. Est-ce qu'il sortira de prison un jour? C'est difficile. Est-ce que c'est tolérable dans une soi-disant démocratie d'enfermer ainsi un homme libérable, sous aucun prétexte? D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de fournir de prétexte. Ils ne répondent pas vraiment aux questions que peuvent poser cet enfermement illégal. Voilà. Et
on se revendique d'une démocratie. C'est un petit peu comme les États-Unis avec Guantanamo. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans des systèmes démocratiques. On flirte dangereusement avec des systèmes totalitaires. Alors on n'a pas à ricaner à propos des Russes, à propos des Chinois, à propos des Turcs, à propos des Coréens, à propos des ceci et des cela. On n'est pas beaucoup mieux. On a l'impression d'être un peu libre encore, puisque on n'a pas encore de journalistes français qui ont été enfermés, qui ont été bastonnés, qui ont été mutilés, mais attention. Ouais. Et dernier point sur lequel je voudrais aussi dont je voudrais parler, c'est Jordan Bardella qui va publier un livre et en fait on ne sait pas encore exactement son contenu. D'ailleurs ça s'appelle Ce que je cherche. Bon, je doute aussi que Jordan Bardella soit capable. Cherche des trucs. Je pense qu'il n'est pas capable d'écrire lui-même un livre, mais bon, voilà. Et apparemment ils disent que son succès semble assuré avec un tirage comme ils hors norme de 155 000 exemplaires. C'est Libération qui révèle ça. Et c'est un Sarkozy, 255 000 exemplaires. Mais Sarkozy, il a quand même un peu plus de bouteilles que Bardella, qui est un TikToker, qui a des followers sur TikTok et qui publie que des âneries. Enfin, voilà. Donc, qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est peut-être ce qu'il va raconter, qu'il a travaillé qu'un mois dans sa vie dans l'entreprise de son père. Mais à peu près tous les présidents de la République qu'on a eus n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même un joli cadeau qui lui est fait, puisqu'il va empocher, même s'il a 1 euro par bouquin, il aura 150 000 euros. Voilà. Et aux commandes de ce projet, c'est Lise Boel, qui est éditrice historique d'Éric Zemmour et qui est la nouvelle patronne de Fayard, qui est une filiale de Hachette, qui est le 3e plus grand éditeur de la planète, qui a été racheté par, devinez qui, Vincent Bolloré à l'hiver 2023. Donc ce milliardaire breton a décidé de mettre au service de Bardella un empire de propagande. La promotion de son chef-d'œuvre littéraire débutera donc le 13 novembre avec une une du JD News. Et le nouvel hebdo de Bolloré accompagne la sortie de chacun de ses numéros d'une campagne d'affichage massif sur les kiosques à journaux. Donc en fait, c'est là que ça va commencer à poser problème, c'est que le bouquin bénéficiera d'une campagne nationale donc sur Europe 1, en plus de nombreuses interviews qui vont être prévues dans les médias. Je pense que toutes les chaînes qui font allégeance à nos gouvernants vont être là. Et en fait, ça va surtout être dans les points relais qu'il va y avoir un problème, parce qu'en fait, dans les points relais qui sont dans les gares SNCF, il y aura 3 semaines d'affichage sur la promotion de ce livre. Donc, il y a une pétition qui est lancée par le syndicat Sudrail et une plateforme pour demander à ce qu'effectivement, il n'y ait pas cette campagne d'affichage dans toutes les gares pendant 3 semaines. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit. Gaza, Gaza, Toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza, de tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza, à ne jamais disparaître Gaza, Gaza, de cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza, de ce pays de tes ancêtres. Gaza, Gaza, Aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza, aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza, et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza, enfants qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza, qui fait semblant de ne pas voir Gaza, Gaza,
qui feint de ne pas savoir a perdu son humanité, son honneur et sa dignité. Tu te relèveras, c'est sûr, tu survivras à tes blessures, et tu verras haut dans ton ciel, au bout d'une longue ficelle, comme un ange qui flotte au vent, une toile, un cerf-volant, inscrit dessus en toutes lettres les derniers mots de ton poète. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre. Il vous appartiendra de vivre. Que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort devienne une histoire. Que ma mort devienne une histoire. Il vous appartient de vivre, HK. Et je rappelle que ce sont les paroles d'un poète palestinien qui a dû être assassiné 2-3 jours après avoir écrit ces lignes-là.